je pensais que avoir les données de diagnostic à un instant T ne suffit pas. Il faut qu'on puisse mesurer le stress environnemental autour du client. Et il fallait que cette mesure l'accompagne. Toutes les choses, évidemment, je les ai vécues dans les autres sociétés que j'ai créées. Donc, on savait mesurer, évidemment, avec les diagnostics, toutes ces choses-là. Il y avait dans la beauté des mutations. À ce moment-là, la personnalisation, par exemple, dans la beauté, qui était au début une niche, nous, on était comme quelqu'un qui crie dans le désert. À ce moment-là, la personnalisation est devenue une tendance, et même la tendance majeure. Il y avait d'autres tendances dans la beauté, comme la naturalité, la volonté des consommateurs à comprendre quels sont les ingrédients qui sont dans, et savoir qu'il n'y a pas des éléments qui sont harmful, en fait, pour les gens. Toute cette notion-là, avec la notion de connectivité, globalité de l'info aujourd'hui, où on peut partager avec nos peers dans toute la Terre des expériences d'une connaissance, etc., qui fait que tout ça prenait une ampleur assez importante. Le deuxième élément dans la beauté était la mutation de la beauté à beauté bien-être. Les femmes d'ordre général ont compris qu'il ne faut pas seulement mettre une crème pour qu'on ait moins de rides, etc. Elles ont compris que tout ça, c'est quelque chose qui est holistique et qu'il faut en même temps avoir une hygiène de vie, il faut mettre les produits qu'il faut cosmétiques, mais il ne faut pas aller se griller au soleil, pas fumer, il faut bien dormir, etc. Tout ça, c'est vraiment une augmentation dans le savoir des consommatrices et des consommateurs sur ce concept beauté-bien-être global. La troisième chose, c'est le développement du online face au offline. Et la conviction que j'avais que, en fait, aucun de ces deux réseaux allait gagner et que le online va vivre avec le offline. Et on a vu beaucoup même des acteurs comme Amazon qui sont complètement online et qui achètent des points de vente aux États-Unis. Amazon, il a des centaines de points de vente. Donc, le côté online-offline. Mais il y avait aussi un autre côté pour moi très important, vraiment important, c'était la notion liée à un diagnostic d'ordre général, mais différent. Ça veut dire que dans Yoma, on faisait un diagnostic à un instant donné. La consommatrice avait ses produits, elle allait, on ne savait pas dans quelles conditions elle vit, etc. Et nous, on avait une compréhension que le lifestyle était important. Et en effet, on a eu la chance d'avoir accès à une étude dans laquelle on a fait une étude d'échelle sur des jumelles. L'objectif était de savoir l'effet du capital génétique versus la manière de vivre, le lifestyle. Donc les jumelles, avant cette étude, tout le monde disait que le capital génétique est prépondérant, est dominant. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans la discussion, on dit moi j'ai une belle peau, mais dans la famille, on a tous des belles peaux. Pourtant, je fais ci, je fais ça. Et en fait, la réalité, c'est que cette étude montre que le capital génétique n'a pas plus de 50% d'importance. Même les études montrent que même maintenant, le capital génétique porte sur à peu près un tiers des choses et c'est le lifestyle qui est le plus important. Pourquoi? Parce que cette étude sur des jumelles, donc ayant le même capital génétique, montrait qu'à 65 ans, la différence de perception d'âge entre une jumelle et une autre allait jusqu'à 15 ans. Donc, entre une femme qui a bien vécu et une femme qui a vécu bien. Et du coup, je pensais qu'avoir les données de diagnostic à un instant T ne suffit pas. Il faut qu'on puisse mesurer le stress environnemental autour du client. Et il fallait que cette mesure
l'accompagne. Donc on s'est commencé à dire il faut qu'on ait quelque chose qu'on porte sur soi, que ce soit un bijou, quelque chose d'une montre, quelque chose qu'on a sur soi tout le temps et qui mesure le stress environnemental là où on va, pour combiner les données du stress environnemental avec les données du diagnostic physiologique de la personne. En plus à ça, il y avait des changements générationnels que j'ai observés. Moi, par exemple, j'appartiens à une génération où on travaillait, on mettait un peu d'argent à côté pour acheter une voiture. Après, une fois qu'on a la voiture, on essayait d'acheter un appart, on équipait l'appart, après on rêvait d'acheter une maison, etc. Donc la notion de propriété, c'était quelque chose de très important pour nous, parce qu'en plus, c'est quelque chose qu'on voulait léguer derrière nous à nos enfants, etc. Or, la génération actuelle, vraiment, n'a absolument pas d'intérêt à la propriété et à transformer ça de la propriété vers l'accès. Ça veut dire qu'ils veulent avoir accès à une voiture, mais ils s'en foutent d'avoir une voiture. Évidemment, ce qui reste, c'est le rêve d'avoir la Porsche ou la Ferrari ou les marques ou la AMG, etc. Ça, c'est pas pareil. Ça, c'est resté parce que là, on est en train de parler d'un truc, pour une femme, c'est le bijou, le diamant très gros, etc. Pour les hommes et les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent à l'automobile, c'est cette partie-là de l'automobile qui est restée aujourd'hui présente. Le reste, c'est vraiment, ils veulent avoir un accès à une voiture. Ils s'en foutent de payer une voiture. Par contre, ils veulent dépenser l'argent qu'ils peuvent laisser pour acheter une voiture dans des expériences. Et c'est pour cela qu'on voit que des jeunes, très vite, vont aller à l'île Maurice, descendre dans des super hôtels, dépenser beaucoup de milliers d'euros sur une période très courte et prendre plein de photos et vivre tout ça. Donc cette notion-là générationnelle a permis des changements de modèle, et il y a le changement de modèle qui est lié à l'arrivée de ce qu'on appelle membership economy, donc l'abonnement. L'abonnement, à la base, le mot subscription en anglais a plus de sens en fait, puisque au début c'était dans tout ce qui est revues, magazines, etc. en France, beaucoup de personnes étaient abonnées à des magazines. Après la période des magazines, etc., il est arrivé, ce modèle a été pour la première fois adopté par la technologie. Les gens de la tech ont adopté ce modèle économique et c'est un modèle économique très particulier. C'est les gens qui vendaient les logiciels qui l'ont au début adopté, comme Abbott pour les PDF, etc. Mais même dans la tech, tout ce qui est Electronic Design Automation, donc tous les gens qui font des outils de conception en microélectronique, etc. À la place de payer le logiciel une fois et après payer une maintenance, on paie tous les ans, en quelque sorte, l'abonnement. L'idée est de dire, à la place de payer un prix comme ça une fois, on va payer des prix, mais on va les payer tous les ans. Donc, l'entreprise comme, par exemple, Abbott, qui a utilisé ce modèle-là, a vu son chiffre d'affaires descendre d'un coup. Parce que à la place de prendre 10 000 euros, elle prenait 1 000 euros par an. Et du coup, il y a une chute. Mais le membership economy a l'avantage que ses clients sont fidèles, sont là tous les ans, ils vont repayer, ils vont payer. Et en fait, on a un modèle qui a la forme du poisson, le modèle en poisson. Pourquoi? Parce qu'à la place d'avoir un chiffre d'affaires qui augmente comme ça, et après le produit il arrive à maturation et puis il descend, il n'est plus à l'ordre du jour, etc. Et le modèle il est comme ça, donc il va descendre au début, parce que comparé à l'autre, et on va gagner moins, mais on va gagner plus longtemps. Donc ces modèles-là se sont développés d'une manière très forte dans la techno, et puis ils sont devenus très publics, et leur arrivée en France d'une manière très forte, avec les abonnements pour Netflix, Spotify. À la place d'acheter un CD de musique, on a accès à toute la bibliothèque de la Terre en payant un prix mensuel. Donc si on voulait acheter toute cette musique, ça coûterait trop cher. Par contre, on en a accès et il suffit de continuer à payer tous les mois. Et tous ces modèles-là ont fait qu'aujourd'hui, dans ces générations nouvelles, puis maintenant c'est tout le monde, en fait, personne n'achetait des CD comme nous. Donc, ce changement-là
Moi, je l'observais continuer parce que on a même aux États-Unis aujourd'hui des voitures comme Porsche qui a mis en place le modèle de l'abonnement où on peut avoir la voiture qu'on veut par rapport à l'expérience qu'on veut, etc. Et pour moi, tous ces éléments-là étaient les fondations pour la création de ma troisième entreprise, IEVA, que j'ai réellement fini par la créer en 2016. Donc les idées ont commencé à germer en 2015. J'étais chez un éleveur. J'ai dit à un éleveur que je vais quitter Yoma pour aller créer IEVA. Un éleveur me dit non, tu restes et on t'autorise à créer IEVA. À ce moment-là, je lui dis que j'ai besoin de l'équipe. Il m'autorise de prendre l'équipe technique de Yoma qui intègre IEVA. Donc l'équipe technique de Yoma qui faisait tous les diagnostics, etc., qui était dirigée par David, ben, en fait, j'obtiens l'accord d'un éleveur de sortir David et 3-4 personnes autour de lui pour créer IEVA avec ses fondations